Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de pouvoir lancer notre premier webinaire Women Tech Power qui est soutenu par la French Tech. Merci à tous et à toutes pour votre présence et participation ce matin. Nous avons un super panel en fait des intervenants et des discussions devant nous. Et donc le déroulé, juste pour vous partager ça tout au début, sera le suivant. Nous allons commencer la discussion. Nous avons le grand honneur d'avoir Madame Elisabeth Moreno, l'ancienne ministre en charge d'égalité entre les hommes et les femmes, de la diversité et d'égalité des chances. Après son keynote, nous allons procéder à un échange avec des super intervenants respectifs. Emmanuel Leroc, délégué général Social Leader, Marie Petit-Poineau, Head of Impact and Equality Lead pour EMEA, South and Central Salesforce, et Caroline Ramad, Founder and CEO 50 and Tech. À la fin, nous aurons quelques minutes pour un Q&A et donc je vous invite à laisser vos questions dans l'onglet chat et on va essayer en fait au mieux de pouvoir répondre au maximum de vos questions. Donc, pour une introduction rapide du sujet de Women Tech Power et pourquoi en fait on s'intéresse beaucoup à ce sujet en ce moment, on sait que depuis en fait le développement de la tech et l'internet, les femmes ont eu un rôle assez important. En 1945, Kay McNulty, Betty Jenny, Betty Snyder, Marilyn Meltzer, Fran Bilas, Ruth Lichterman, surnommées les ENIAC 6, ont été les premières à programmer l'ENIAC, l'un des premiers ordinateurs de l'histoire. Et on sait que Ada Lovelace était aussi une personne qui était très importante à l'origine du premier programme informatique. Malgré, je pense que c'est le premier en fait développement. Aujourd'hui, les femmes sont plus que en fait 17% dans ce secteur. Et donc, comment en fait ces quelques décennies, il y avait en fait autant de bascules. On voit qu'avec les chiffres qui restent assez faibles et en fait, qui sont même en régression, que la tech vraiment doit aujourd'hui opérer sa transformation et sa féminisation. Donc, pour planter le décor, je vous partage juste quelques chiffres. On le sait tous et toutes. Et on peut que améliorer si on peut justement mesurer l'enjeu et les constats aujourd'hui. On sait qu'il y a des préjugés qui freinent l'avancée et la place des femmes dans les métiers tech. Par exemple, il y a seulement 36% des filles pensent avoir le niveau pour suivre une formation en école d'informatique contre 62% des garçons. Et même, il y a des parents en fait qui sont justement qui partagent ces mêmes avis. Sur le milieu professionnel, 78% des femmes ont l'impression de devoir travailler plus dur que leurs collègues masculins. Mais on sait qu'il y a vraiment une nécessité économique derrière en fait pour justement en fait avoir plus de diversité, parce qu'on sait avec justement en fait plus de la diversité, ça va générer presque 10% de PIB supplémentaire d'ici 2025. Et donc pour nous, ces questions d'avoir plus de diversité, c'est vraiment une nécessité économique. À force de travail et des sensibilisations, les choses progressent, mais on a encore beaucoup du chemin à parcourir. Et c'est le combat de connexion tous les jours. Une association qui œuvre pour l'inclusion numérique et la diversité dans la tech. Déjà, avec plus de 4000 parcours de formation réalisés sur le numérique dans une quinzaine de villes et 4 pays, nous avons observé les enjeux et les défis auxquels nos apprenants doivent faire face sur le terrain et les freins liés au recrutement et au manque de diversité dans le secteur tech qui font partie des enjeux clés qu'on doit surmonter aujourd'hui et aussi demain. Donc, ce sont ces expériences sur le terrain qui nous ont poussés à lancer cette initiative Women Tech Power afin de pouvoir travailler sur la sensibilisation et la mobilisation de l'écosystème et de nos partenaires autour des enjeux si importants à traiter plus que jamais. Donc, avec tout ce contexte, je suis ravie et super honorée de vous présenter notre keynote speaker qui va justement démarrer cette série de discussions de Women Tech Power.
Donc, j'ai le grand plaisir de présenter Madame Elisabeth Moreno. Elle est née au Cap-Vert et elle arrive en France en 1976. Après son baccalauréat, elle entame des études de droit, puis elle est successivement chef d'entreprise, cadre dirigeant, juge consulaire et femme politique. Confrontée très jeune à l'adversité, elle développe une grande capacité de résilience et un sens aigu des responsabilités. Elle réalise rapidement que l'indépendance économique est un facteur clé du progrès social et crée sa première entreprise à l'âge de 20 ans dans le secteur de l'isolation thermique. 10 ans plus tard, enthousiasmée par le monde des nouvelles technologies, elle rejoint des groupes internationaux France Télécom, puis Dell, Lenovo et HP. En 2006, elle obtient un executive MBA européenne avant de devenir juge consulaire. Et en 2020, elle sera appelée à joindre le gouvernement du Premier ministre Jean Castex en tant que ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et d'égalité des chances. Très, très ravie de pouvoir accueillir Madame Elisabeth Moreno. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup, Jean. Est-ce que vous pouvez juste me faire un pouce si vous m'entendez correctement et si vous me voyez correctement? Oui, très bien. Ok, parfait, parfait. Merci infiniment, Jean, et merci pour cette belle présentation. Je suis absolument ravie d'être avec vous toutes et vous tous ce matin et je veux vraiment vous remercier, vous et votre équipe avec la French Tech pour avoir organisé cet événement sur un sujet qui, je crois, devient absolument critique pour notre avenir. Et je le dis vraiment sans exagération parce que la part moyenne des femmes dans la tech au sein des 27 pays de l'Union européenne s'élève aujourd'hui péniblement à 22%. Et je crois que c'était un article des Échos qui le disait il y a quelque temps. La tech européenne est malade, vraiment malade de son manque de représentation féminine. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que ceux qui nous ont rejoints et qui vont continuer de nous rejoindre, vous avez probablement remarqué qu'il y avait un panel très féminin et je suis ravie de partager la parole avec Caroline, avec Marie et Emmanuel. Je crois qu'il ne faut absolument pas oublier que nous avons besoin que les hommes s'embarquent dans ce combat, dans ce sujet civilisationnel, dans ce sujet sociétal, parce que moi je suis intimement convaincue qu'on ne traitera pas le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes uniquement entre les femmes. On a besoin que les hommes comprennent ces problématiques, on a besoin que les hommes s'y engagent, on a besoin que les hommes soient alliés de ces combats, parce que c'est la seule manière de faire avancer non pas seulement la place des femmes, mais notre société tout entière. Elle se meurt de ce déséquilibre qui est sur tous nos sujets et je pense que nous avons besoin de donner la parole à toutes et à tous pour pouvoir le faire avancer. Voilà. Pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler une citation d'Einstein qui disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et si je commence cette intervention par cette phrase, c'est parce que je sais combien remettre en question les certitudes et les habitudes est important pour progresser. Et je vous avoue que ça fait presque 30 ans. J'ai passé 25 ans de ma vie dans le monde de la tech. J'ai travaillé sur les 5 continents. J'ai travaillé pour des grands groupes américains, des grands groupes chinois, des grands groupes européens. Et ça fait 30 ans que j'entends faire exactement les mêmes constats sur le manque de femmes dans la tech. Et je dirais aujourd'hui que non seulement ce sujet ne progresse pas, mais c'est même pire. Il régresse. Et ça, c'est une constante en ce qui concerne les droits et les traitements des femmes. Quand ils ne progressent pas, ils ne se contentent pas de stagner, ils régressent. Et c'est exactement ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui et sur un sujet, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est absolument critique parce qu'il est en train de façonner notre monde, parce qu'il est en train de nous changer en tant qu'être humain et qu'il est en train de changer la société dans laquelle on vit et il est en train de changer la société dans laquelle nos enfants vivront demain. Alors, laissez-moi commencer par une série de questions en forme d'état des lieux. Les technologies occupent aujourd'hui tous les espaces de notre vie, du moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche, en passant par l'école, par le travail, par les loisirs.
la manière dont on s'informe, la manière dont on communique, la manière dont on se divertit, tout ça passe essentiellement par la technologie. Et les femmes, qui sont 52% de la population mondiale, l'utilisent exactement comme les hommes. Alors, pourquoi, bon sang de bonsoir, on a moins de 30% de femmes qui se tournent vers ce secteur? Et on sait aujourd'hui que tous les métiers, dans tous les secteurs, dans toutes les industries, sont impactés par les sciences, par la technologie, par l'ingénierie et les mathématiques. Alors pourquoi les parents et les professeurs n'encouragent-ils pas davantage les filles à se tourner vers ce secteur? Il y a énormément d'études qui ont été faites et je pense que Social Builder vous en parlera encore mieux que moi, mais il y a beaucoup d'études qui ont été faites ces dernières années par des entreprises toutes plus sérieuses les unes que les autres qui ont parlé en fait du fait que dans les questions de genre, si on les prenait sérieusement à cœur, 48% d'utilisation des femmes, et j'emploie le terme utilisation parce que je pense que le potentiel féminin est le moins utilisé au monde, eh bien 48% sont susceptibles de surpasser les entreprises qui sont les plus diversifiées. Je reprends parce que c'est vraiment important. Si les entreprises utilisent davantage le potentiel des femmes, elles surpassent de 48% les entreprises qui ne le font pas. Et selon une étude de Harvard Business Review, l'économie féminine injecte chaque année 15 milliards de dollars dans les revenus mondiaux. 15 milliards de dollars. Alors à un moment où l'économie est en berne et où on recherche tous des solutions pour la redynamiser, qu'est-ce qu'on attend pour faire appel à l'une des ressources les moins utilisées au monde, à savoir le talent des femmes? Et je pense qu'on le sait toutes et tous ici. Les femmes étaient très présentes au moment de l'avènement des technologies. Jean le rappelait tout à l'heure, elle a parlé d'Ada Lovelace, mais on peut parler de Margaret Johnson, on peut parler d'Heidi Lamar et plein d'autres. Et elles ont toutes eu un apport extraordinaire aux technologies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au fil du temps pour qu'elles disparaissent tant des radars? Alors, on le sait, les biais, les stéréotypes, les préjugés ont la vie dure. Et la sous-représentation des femmes dans les études d'ingénierie ou de sciences alimente ces stéréotypes sur des rôles supposés destinés aux femmes ou d'autres supposés aux hommes. Et on a rarement vu les femmes représentées de manière positive, de manière dynamique, de manière enthousiaste, de manière inspirante dans la tech. Et je vais juste me permettre de vous rappeler que les technologies ont tellement évolué ces 50 dernières années que la tech, c'est plus seulement le geek derrière son PC acharné, les cheveux gras et en jogging à bouffer des chips dans une pièce sans lumière. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, les technologies ont véritablement changé et il y a une impérieuse nécessité à mettre en place des solutions pratiques et pragmatiques si on veut renforcer la place des femmes dans la tech. Alors, si vous en êtes d'accord, je vais vous partager quelques idées ou quelques éléments que j'ai appris tout au long de ma vie, non seulement dans l'entreprise et de manière vraiment très pragmatique. Vous savez combien les entreprises sont tournées vers les résultats et donc je vais vous partager quelques expériences et puis aussi vous parler de ce que j'ai fait, ce que j'ai vu quand j'étais au gouvernement, ce que j'ai vu les entreprises faire, ce que j'ai vu les associations faire. Parce que j'ai une intime conviction, c'est que ce problème est tellement immense, tellement large et il concerne tellement tout le monde que l'État seul ne peut pas tout régler, les entreprises seules ne peuvent pas y arriver et les associations seules ne peuvent pas y arriver. Donc je pense qu'il y a besoin d'un triptyque vertueux que Jean a magnifiquement représenté dans ce premier tour de table pour que nous puissions y arriver. Il faut que l'État joue son rôle, qu'il donne le ton, qu'il donne la direction, qu'il fasse voter les lois qui sont absolument indispensables. Il faut que les entreprises se saisissent de ces questions parce que c'est une question d'attraction, de rétention et de développement de tous les talents. C'est une question aussi de satisfaction de leurs clients parce que si les entreprises ne ressemblent pas aux clients qu'elles sont censées servir, comment voulez-vous qu'elles innovent correctement dans les produits et dans les services dont elles ont besoin
pour pouvoir répondre à toutes les attentes des femmes et des hommes. Donc, je pense que ce triptyque vertueux est celui qui nous permettra de réussir à renverser la tendance, et nous avons besoin de toutes et de tous pour y arriver. Alors, quelques exemples de choses concrètes et pratiques que je pense que nous devons faire. D'abord, il faut absolument éduquer les parents, sensibiliser les professeurs. Éduquer, sensibiliser, éduquer, sensibiliser. Il faut déconstruire les idées que nous avons sur la place des femmes dans la tech et planter une graine nouvelle dans l'esprit des parents et des professeurs. Pourquoi je vous parle des parents et des professeurs? Parce que si les parents n'encouragent pas leurs enfants dès le plus jeune âge et qu'ils ne leur font pas comprendre qu'ils ont, et là en l'occurrence je parle des filles, qu'elles ont leur place dans le monde, dans toutes les sphères, dans tous les domaines, eh bien on n'y arrivera pas. Parce que si l'école fait son travail, et là aussi, il y a des choses encore à faire bouger, mais si l'école apprend aux enfants qu'ils peuvent aller dans le secteur des technologies, mais que rentrer à la maison, les parents disent à leurs enfants, mais non, c'est pas un métier de fille, mais non, tu ne réussiras pas, mais non, il faut être très très bonne en maths et t'es pas assez bonne. Je vous rappelle que quand une fille a 14 de moyenne en maths, elle considère qu'elle n'est pas assez bonne. Les garçons avec 10%, 10 de moyenne, ils trouvent qu'ils sont géniaux. Vous voyez tout ce qu'il faut reconstruire dans les esprits pour arriver à changer cet état de fait. Éduquer les parents, sensibiliser les professeurs et éduquer les professeurs. Il y a 2 ans, je rencontre une jeune femme qui est dans l'aérospatiale, qui a merveilleusement réussi, et elle me dit, mais vous savez, quand j'étais au lycée, j'ai dit à mon professeur que je voulais devenir électromécanicienne et il m'a dit que c'était pas un métier pour les filles. Voilà encore où on en est dans les préjugés, dans les stéréotypes, et ce sont les personnes qui sont les plus jeunes, les plus proches des jeunes et qui doivent aider à faire bouger les lignes. La deuxième chose, et elle va avec la première, c'est de rappeler à tous et à toutes que les métiers n'ont pas de genre. Et c'est extrêmement important d'équilibrer les filières dans les grandes écoles. Marie-Pierre Rixain a fait voter une loi l'année dernière sur ce sujet. Tout ce qu'on a retenu sur cette loi, c'est les quotas qui ont été mis en place pour faire en sorte que dans une petite dizaine d'années, on ait au moins 40% de femmes dans les COMEX et les CODIR, mais il n'y avait pas que ça dans cette loi. Il y avait aussi le fait d'équilibrer les filières dans les grandes écoles et faire en sorte qu'il y ait autant de filles et de garçons dans toutes les filières. C'est extrêmement important. Et je crois qu'il faut expliquer concrètement que les métiers qui existent, derrière ces termes un peu barbares de STEM, eh bien, la tech peut considérablement changer beaucoup de choses parce que vous savez que les femmes ont besoin de sens. Elles ont besoin de savoir pourquoi elles font les choses, comment elles font les choses, à quoi ça sert. Et bien, savoir que la tech, avec la tech, on peut permettre à des personnes de remarcher. Grâce à la tech, on peut permettre à un médecin qui se trouve en Australie d'assister un médecin dans une opération chirurgicale en Colombie. Permettre de dire que des enfants qui habitent à des kilomètres de la première école peuvent avoir accès à l'éducation grâce aux technologies, c'est important. Permettre de rappeler que sans les technologies, pendant la Covid, quand la planète entière était confinée, eh bien, des millions de personnes ont pu continuer à communiquer avec leurs familles, prendre des nouvelles, travailler, étudier. Eh ben, c'est extrêmement important. Et je crois que, au-delà de dire il faut qu'il y ait plus de filles dans les STEM, etc., il faut raconter les métiers. Qu'est-ce qu'il y a derrière les métiers des sciences, des technologies, de l'industrie, de l'ingénierie? Je pense que c'est au travers de ces explications rationnelles qu'il faut attirer les jeunes filles dans ces métiers et leur dire
que c'est très bien d'être dans les secteurs des soins, dans les secteurs de l'éducation, dans les secteurs du soin, c'est essentiel. Ces métiers sont essentiels. Et c'est très noble d'aller dans ces métiers, mais c'est aussi important de rééquilibrer tout ça et de faire en sorte que les métiers de la tech attirent davantage parce qu'ils sont en train de transformer le monde. Et je crois aussi qu'il est essentiel de développer l'attractivité de ces métiers et qu'il faut raconter dès la troisième, dans les périodes de stage, eh ben, pousser les filles dans ces secteurs-là, les pousser à aller chez Salesforce, les pousser à aller chez SAP, les pousser à aller chez HP, chez Lenovo, chez Dell, les pousser à aller chez les distributeurs informatiques, les pousser à aller dans les métiers du soin, mais qui sont complètement entourés de technologies, etc., etc. Je pense que c'est important. Et puis dans le milieu de l'entreprise, c'est aussi important de favoriser le mentorat dès le début des carrières. Je pense qu'il est important qu'on ait des femmes et des hommes, peu importe dans quel secteur ils sont, mais dès lors que ces femmes et ces hommes sont bienveillants, qu'ils ont réussi leur carrière et qu'ils ont envie de transmettre, eh bien, il faut que ces collègues expérimentés jouent un rôle dans le développement professionnel des salariés qui arrivent, parce que c'est aussi ce qui contribue à les retenir. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de les attirer dans ces milieux-là, il faut ensuite arriver à les garder. L'autre impérieuse nécessité, c'est donner plus de place aux femmes dans les milieux médiatiques. Dans des salons comme Viva Technologie qui arrive au mois de juin, il faut qu'on ait beaucoup plus d'équilibre dans les prises de parole, dans les rôles modèles inspirants. Il faut raconter les femmes qui réussissent, qui inventent, qui créent, qui innovent. Il n'y a pas que Sheryl Sandberg, il n'y a pas que des Catherine Barba, il n'y a pas que des Aurélie Jean. Il y a des femmes extraordinaires qui réussissent dans ces secteurs. Et si on met en lumière des profils comme Gwynne Shotwell, qui est la présidente de SpaceX, eh ben, on devrait beaucoup plus relayer ces modèles dans les entreprises, dans les médias, dans les conférences internationales, européennes et j'en passe et des meilleures, pour que les femmes y arrivent. Et je voudrais aussi rappeler, souvent les femmes ont un manque, elles sentent un manque de légitimité, elles se disent que c'est pas leur place. Et ben, je pense que pour les aider à gagner en légitimité, il faut les former, il faut avoir des certifications qui leur montrent qu'elles méritent autant que d'autres leur place dans ce secteur. Et puis je terminerai par ça, je pense que ce que Jill fait aujourd'hui contribue aussi à cela, c'est pousser les femmes à sortir de leur zone de confort, les pousser à aller dans les networks, les pousser à aller dans des environnements dans lesquels elles ne vont pas généralement, que ce soit 50 Tech, que ce soit Women in Tech, que ce soit la journée de la femme digitale, que ce soit systémique. Il y a plein d'événements aujourd'hui qui existent, qui peuvent pousser les femmes à rencontrer d'autres femmes, à discuter, à découvrir ce qui existe. Bref, je vais m'en arrêter là parce que je pourrais en parler pendant des heures. Mesdames, vous êtes en train de changer le monde. Le monde a besoin d'un regard plus féminin. Le monde a besoin d'être plus équilibré. Et nous avons besoin de vous. Nous vous attendons. Alors, lancez-vous si vous ne vous êtes pas encore lancé. Merci beaucoup. Un très, très, très grand merci, Elisabeth, pour ce keynote très inspirante. Je pense qu'on est vraiment très, très chanceuse de t'avoir, en fait, pour justement ouvrir, en fait, toutes ces discussions. J'invite maintenant, en fait, là aussi, en fait, tous les autres intervenants de, justement, oui, en fait, revenir sur la scène. Et donc, justement, en fait, sur ce qui a été évoqué, le fait qu'il y a vraiment cette forte puissance de la tech, mais pour que ça soit encore plus puissant, il faut que tout le monde soit inclus. Donc, je pense que ça fait partie un peu des messages clés. On est en train aussi sur lesquels tout le monde travaille aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, en fait, nous commençons en fait le premier sujet de notre webinaire sur justement en fait ce titre secteur de la tech. Où sont les femmes? On va pouvoir aborder en fait différents sujets dans les prochaines minutes, par exemple sur justement les barrières auxquelles les talents féminins en fait doivent faire face aujourd'hui, ces questions d'orientation et de reconversion des femmes vers la formation tech, des enjeux aussi sur le recrutement des entreprises, les types de bonnes pratiques et même au-delà du recrutement, comment créer des univers
professionnels qui sont réellement inclusifs. Donc, je vais juste aussi faire une présentation de nos intervenantes. Je commence par Emmanuelle. Emmanuelle Larocque est une pionnière de la mixité dans le numérique. Après avoir exercé plusieurs fonctions au croisement du numérique et de la RSE, elle a fondé l'association Social Leader en 2011 avec une mission pour concrétiser la mixité femmes-hommes dans les métiers numériques et diffuser une culture d'égalité femmes-hommes auprès des leaders de demain. Ensuite, je passe à Marie Petit-Coineau, qui est Head of Impact and Equality Lead pour Salesforce South and Central. Marie est, en fait, à ce titre, chargée du pilotage d'initiatives menées par Salesforce pour accroître son impact en matière d'égalité, de diversité, d'engagement philanthropique des employés et de développement de l'employabilité des talents dans le numérique. Et last but not least, Caroline Romad, founder et CEO PTN Tech. Caroline est CEO de la startup PTN Tech et administratrice du comité ONU Femmes France. Elle était pendant aussi 3 ans directrice générale de l'incubateur de start-up WeLab by Paris Pioneer, premier accélérateur féminin en Europe. Donc, avec justement en fait cette super panel d'experts sur ce sujet, je commence par une première question qui était déjà bien en fait élaborée par Elisabeth sur justement en fait la question de où on parle aujourd'hui. Justement, on parlait des chiffres que ça n'a pas beaucoup progressé. En fait, ces dernières années. Donc, quels sont en fait les enjeux devant nous et quelles évolutions derrière en fait sur justement ces grands constats. Donc, peut-être on commence par Marie, ensuite Caroline et Emmanuel. Merci beaucoup, Jean. Alors moi, j'adore Elisabeth, mais je déteste passer après elle parce qu'elle a une telle éloquence et une façon de, comment dire, de faire éclore les sujets de telle manière que derrière, dans ta question d'où on part, au fond, j'ai envie de dire que on parle d'un secteur, ce que tu as dit d'ailleurs toi-même, qui a été d'abord créé, puis au fond déserté par les femmes. Alors ça doit évidemment tous nous interpeller. On a des chiffres, pardon, on ne va pas en citer plein. Moi, j'ai moins de 30% de femmes dans le numérique. Aujourd'hui, on sait que c'est le résultat de stéréotypes qui soient extérieurs aux femmes, aussi intérieurs aux femmes. Moi, je crois qu'il n'y a pas de grand méchant dans tout ça. Il y a au fond un moment de cette civilisation-là, du travail, de la technologie et des femmes qui produit ce résultat. Moi, je travaille chez Salesforce. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Salesforce, c'est une grande entreprise de la tech américaine qui est en France depuis 2005 et qui est spécialiste ce qu'on appelle le CRM, c'est-à-dire qui aide les clients à trouver leurs clients et à les servir. Aujourd'hui, nous, on a 33% de femmes. Et quand tu dis d'où on part, c'est-à-dire on part d'un secteur qui est malgré tout défavorable aux femmes. Nous, on a fait le premier index de la parité, donc qui est l'index qui a été monté par la ministre Pénicaud, qui était à 75 sur 100 en 2019. Alors 75, pour ceux qui connaissent l'index, savent que c'est un chiffre qui n'est pas très bon. Et aujourd'hui, on est arrivé à 96%. Et ça, ce n'est pas complètement le résultat du hasard. On aura sans doute l'occasion d'en reparler, mais le naturel, en fait, produit assez peu de progrès en la matière. Donc, c'est évidemment le résultat de décisions et de politiques. On a un objectif aujourd'hui du monde, et de ce point de vue-là, on bénéficie quand même d'une culture américaine qui a non seulement de l'avance, mais l'habitude de formuler les problèmes et puis d'avoir des plans d'action. On a un objectif de 40% en 2026. Et au fond, quand on s'en parlait, Jean, tu me disais pourquoi on le fait en tant qu'entreprise. Et je pense qu'il y a au fond 2 raisons, et que la deuxième, elle est probablement encore plus inclusive que la première. La première raison pour moi, c'est parce qu'on est a priori les mêmes êtres humains dans l'entreprise qu'à l'extérieur, et que moi je crois que les gens cherchent à agir au mieux, à être justes. Les gens fondamentalement ont cette conscience profonde que la dignité humaine, elle n'est pas genrée, et qu'il n'y a absolument aucune raison pour que les femmes n'aient pas les mêmes salaires, n'aient pas accès aux mêmes emplois, n'aient pas les mêmes finesse en ayant intégré ou en ne voyant pas qu'elle peut avoir les mêmes ambitions qu'un petit garçon. Je reste une enfant face à ce constat que je trouve désastreux. Et puis on sait dans cette même première raison que aujourd'hui il y a une pression de la part des employés, des talents, des actionnaires, des sous-traitants, des surtraitants pour mener des actions et aligner les paroles aux gestes.
Et puis la seconde raison, au fond, c'est que, et ça on le voit depuis 15 ans quand même, les études fleurissent sur le lien entre la performance et la parité. Chez Salesforce, au niveau américain, on a encore prouvé cette année que les équipes les plus diverses produisent 12% de plus de chiffre d'affaires. Et pourtant, quand la croissance tousse, on a quand même du mal à agir sur ce levier. Et donc finalement, je crois que plus de femmes dans la tech, c'est d'abord une question de performance, c'est d'abord évidemment la guerre des talents qui fait rage. Et pour moi, c'est la plus inclusive des raisons parce qu'au fond, depuis l'entreprise, je crois qu'il faut qu'on se batte pour l'employabilité des femmes, pour l'emploi des femmes. Et parce qu'au fond, on ne veut pas plus de femmes pour que le rapport annuel ait une bonne tête. On veut plus de femmes pour mieux servir nos clients. Merci beaucoup, Marie. Et je pense que c'est très précieux aussi de voir les différentes perspectives et de aussi voir ça en fait au sein de justement en fait une entreprise comme Salesforce. Ensuite, à Caroline. Oui, donc si on revient juste par rapport au constat, donc on sait, avant les années 80, 40% des femmes en computer science aux États-Unis dans les études. Donc en fait, il n'y avait pas a priori une aversion des femmes pour la tech. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un ordinateur personnel qui devient un produit de consommation et donc un métier extrêmement valorisé. Et en moins de 15 ans, on arrive à ce chiffre fatidique de 17% de femmes dans les études de computer science, des ordinateurs qui sont plus offerts aux petits garçons qu'aux jeunes filles, et donc des équipes extrêmement masculines. Alors ça, c'est le constat, et ce chiffre qui ne progresse pas, pourquoi? Et donc ça, c'est le combat qu'on a choisi chez 15 Tech, c'est qu'on ne retient pas les femmes. Et c'est un problème majeur puisqu'on perd une femme sur deux dans la tech après 8 ans d'expérience. Pourquoi? Pour des raisons de discrimination au travail massive, donc une ambiance qui est globalement toxique avec des politiques anti-discrimination qui sont faibles, notamment sur le harcèlement ou sur les biais qui sont à l'œuvre dont on a parlé, une problématique de gender pay gap, donc de différence de salaire. On a plus de 19% en Europe, là où c'est 13% sur la moyenne globale. Pourquoi? Parce que les femmes ne progressent pas, elles restent bloquées. 30% en bas en junior, une exécutive sur 6. Elles ne montent pas l'accélérateur, ça reste bloqué pour elles. Elles ne deviennent pas manager, tech lead, VP. Et ça, c'est accentué par aussi un écosystème startup qui fait qu'on choisit toujours les mêmes. La recommandation des investisseurs, c'est choisir celui qui a fait exactement le même job. Et celui qui a fait exactement le même job, souvent, c'est un homme qui a géré 5 squads en tant que CTO dans une autre boîte concurrente. Et le dernier point, c'est l'équilibre de vie pro-vie perso, où pendant pas mal de temps, la perception de la tech, c'était je bosse nuit et jour devant mon ordi, à pas avoir de vie. Et la perception a fait beaucoup de mal puisque on attendait ça, et j'ai encore des gens qui commentent certains de mes posts en mode un bon ingénieur. Quand on voit aussi Elon Musk avec sa coding review à 2h du matin avec que des mecs devant, qui dit en fait un bon ingénieur c'est quelqu'un qui bosse, qui bosse nuit et jour, qui code nuit et jour, qui code le week-end. Et ben non, en fait les femmes ne veulent pas ça, mais également la nouvelle génération, puisqu'on le sait que les employés aujourd'hui, entre 18 et 25 ans, sont à plus de 58% à vouloir que leur équipe soit diversifiée, à vouloir travailler dans un environnement de travail diversifié. Donc, je pense qu'il y a une urgence, et c'est pour ça qu'on a créé 15 Tech, qui est la première plateforme de recrutement inclusif des femmes dans la tech, et qu'on prescreen les entreprises sur des critères d'inclusion grâce à un gender score, et qu'on utilise dans le matching de recherche d'emploi ce qu'on appelle le D&I Fit. Donc, si vous voulez une boîte qui pratique l'égalité salariale, on vous la propose, et on vous dit aussi, peut-être en fonction de votre carrière, à un moment donné où l'équilibre de vie pro-vie perso est peut-être moins important qu'à un autre moment de votre vie, et qu'on puisse s'adapter pour en fait travailler cette rétention. Pourquoi cette rétention, elle est clé aujourd'hui? Parce qu'on le sait, grâce à des études de Gender Scan, pour les jeunes filles, c'est les mères, les cousines, les tantes, les amis d'amis qui vont, l'entourage proche, éventuellement le père, souvent c'est des pères ingénieurs qui ont incité, parce qu'elles ont une éducation non genrée, qui ont incité leurs jeunes filles à devenir ingénieurs, à aller vers ces métiers-là. Donc voilà, donc moi, ma fille, elle veut monter sa start-up. Peut-être que maintenant, c'est grâce au fait que sa maman, alors peut-être elle ne le fera pas et je m'en fiche. Ce que je veux dire, c'est qu'en revanche, je travaille fort pour quand même leur enlever les biais par rapport à ça, parce qu'elles m'ont dit, moi, je ne veux pas être devant un ordinateur et je veux pas faire de l'algorithmie. Un écran, moi je veux voir des gens, je veux parler avec des gens, et je dis ça tombe bien, en fait tu parles avec des gens, tu vas faire plein de trucs, en fait tu es obligé de parler avec des gens, sinon il n'y a rien qui se passe, tu vas devoir interroger des utilisateurs, voilà, donc j'essaie de déconstruire, mais en fait c'est très très ancré très très tôt, et même en travaillant dans cette industrie, c'est très très dur de le faire. Donc moi, ce qui m'embête un peu, puisque j'ai une centaine d'entreprises partenaires, donc je peux quand même vous donner un petit feedback sur l'industrie, c'est que
À moins de 5 ans, les boîtes embauchent peu. Et quand vous venez de la reconversion professionnelle, c'est très, très dur. Donc, il ne faut pas se raconter des cracks. Les boîtes nous disent toujours on veut des seniors. Mais si vous regardez à plus de 5 ans, le nombre de femmes, c'est l'échec assuré. La seule stratégie qui peut marcher aujourd'hui, c'est une juniorisation maximum des équipes. Donc, recruter à un niveau junior et travailler à un plan de carrière équitable rapide dans les moins de 5 ans de carrière pour faire progresser les femmes de manière égalitaire et travailler à la meilleure inclusion des femmes qui sont issues de reconversion professionnelle. Et là, je laisse Emmanuel, évidemment, s'exprimer mieux que moi. Mais nous, on voit, on a 15% de femmes aujourd'hui en changement de carrière sur FinTech qui viennent de partout. Hein. Elles peuvent venir de Social Builder, elles peuvent venir de Connexio, elles peuvent venir de Simplon. Et elles trouvent très difficilement, elles racontent un parcours d'emploi beaucoup plus difficile. Et Simplon nous ont dit qu'ils devaient faire 2 formations, là où un homme faisait une formation et était embauché derrière. Donc là, on a un vrai sujet moi, je dirais, même parce qu'on a des software engineers, enfin, sur CFC, des data, des products, plein de femmes, elles passent moins facilement les tests de code, etc. Tous les tests techniques. Il y a une présomption d'incompétence des femmes aujourd'hui qui est extrêmement forte. Alors, je suis peut-être pas, je suis pas langue de bois, je le dis, je le vois, et on va développer, nous, des algorithmes pour prouver ça dans les applicant tracking systems, donc tout ce qui est les applications de candidature. Parce que je veux démontrer, par exemple, que quand aujourd'hui, à l'ère du Covid, on met en place ce qu'on appelle des live coding tests, toutes les femmes détestent ça. Elles se sentent, c'est comme pitcher en live, mais de faire un code sur un tableau blanc à distance sans vraiment voir les gens, c'est extrêmement intimidant. Les 3/4 des boîtes ont développé ce genre de système maintenant avec le Covid. C'est un biais majeur. Elles détestent tout ça. Je viens d'embaucher ma tech lead à Madrid. Elle m'a dit merci de ne pas organiser ce genre de test. C'est ce que j'adorais dans votre processus, c'est que vous laissez le temps de faire un test, d'ensuite développer un use case et de s'exprimer. Et on a des problèmes majeurs aujourd'hui. Je veux vous dire que même quand elles sont formées, qu'elles viennent d'école, qu'elles ont 3 ou 4 ans d'expérience, je le vois, elles ne sont pas traitées parce qu'on a des hommes parfois qui font une application sur FinTech parce qu'on ne veut pas que ce soit discriminant. Je le vois avancer dans la TS de manière complètement différente. Donc, c'est peut-être tabou, mais il va falloir quand même qu'on se regarde un petit peu au fond des yeux et se dire qu'on a des gros problèmes à résoudre. Merci Caroline. Et donc justement, en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses qui étaient dites, je pense que justement pour Emmanuel sur justement en fait ces questions en fait de juniorisation pour les talents en fait surtout les personnes qui sont en reconversion professionnelle. Peut-être déjà juste notre aspect sur cette question de peut-être quelles sont justement ces grandes barrières auxquelles en fait les talents doivent faire face aujourd'hui à ton avis. Bonjour à tous et à tous, merci de l'invitation, Jean. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, moi, je voulais, avant de parler spécifiquement aux freins barrières, je vais être très concise, mais je voulais quand même dire ce qui a progressé, parce qu'il y a quelques petites choses qui ont progressé quand même. Alors, nous, chez Social Builder, voilà, on travaille vraiment sur l'accès des femmes en reconversion professionnelle, donc essentiellement demandeuses d'emploi de tout profil. Donc, la reconversion, pour nous, c'est la clé de l'entrée dans le numérique. Et ce n'est pas une exception, c'est plutôt la règle aujourd'hui dans la tech. C'est-à-dire qu'il y a déjà un profil sur 2 dans le numérique qui est issu de la reconversion professionnelle. Mais ça ne se voit toujours pas. Donc, ce que je voulais dire qui a progressé, c'est que déjà, sur l'accès à la reconversion professionnelle, il y a une multiplication des parcours de formation qui aujourd'hui sont mieux adaptés aux besoins des femmes et à la réalité des femmes. Donc ça a un petit peu progressé. Il y a eu un effort énorme de l'État pour pousser l'innovation dans le champ de l'éducation, la formation au numérique. Et il y a eu du coup un certain nombre d'acteurs, dont Connexio, dont nous et dont un certain nombre d'organismes de formation spécialisés sur la reconversion professionnelle, qui vraiment essayé de travailler les processus. Donc ça, c'est très important parce que le diable se cache dans les détails. Et ce que disait Caroline, c'est qu'en fait, les tests, la pédagogie, le lien avec l'entreprise, c'est ça aussi qui crée des énormes gaps. La deuxième chose, c'est qu'il y a une multiplication aussi des programmes qui ont été dédiés aux femmes, et ça, c'est beaucoup plus adapté aux profils qui sont plus éloignés de l'emploi. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour diversifier en termes de catégories socio-professionnelles, parcours de vie, le pipe. Et par ailleurs, on voit bien sûr des entreprises qui se sont emparées du sujet
avec des approches spécifiques, avec des dispositifs spécifiques, comme par exemple la French Tech qui a mis en place le pack parité, Salesforce, voilà, qui essaie de promouvoir via son programme 1000 femmes dans les tech dont on est partenaire, Microsoft avec qui on a monté une école 100% paritaire qui est l'école Business App, qui marche très très bien. Voilà, donc du coup, tout ça, c'est très positif. Après, ce qui pour moi doit encore être, sur lequel on doit être très attentif, c'est la création du vivier. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'investit pas encore assez dans le marketing genré. Il faut faire du marketing genré, c'est-à-dire du marketing vers les femmes pour leur donner envie d'aller vers la tech. Et pareillement, il y a quand même un sujet des financements. Il y a 16 milliards qui ont été dépensés dans le cadre du plan d'investissement compétences. Et là, sur France 2030, il y en aura à peu près l'équivalent, voire plus. Et malheureusement, ces financements ne vont pas assez sur les compétences d'avenir pour former les femmes aux compétences d'avenir. Donc là, on a un biais d'orientation des financements publics. Il faudrait regarder ce que font les entreprises en interne. Sur les plus grandes barrières qui demeurent, la plus grande barrière, encore une fois, c'est la connaissance de la diversité, de la richesse, la pluralité des métiers. Ça, c'est tant qu'on ne fera pas cet effort d'aller vers les femmes et de leur présenter les métiers en rentrant par les usages, en rentrant par la réalité du quotidien des métiers, on n'arrivera pas à dépasser la dimension un peu techniciste des métiers. Deuxièmement, aussi, on a quand même eu une étude du HCE qui est sortie il n'y a pas très longtemps là, sur le sexisme en France. Et il faut voir quand même que les moins de 35 ans, il y en a un quart qui ne veulent pas aller vers les métiers techniques en pensant que ce sont des métiers qui de toute façon sont excluants pour les femmes. Donc on reste avec une barrière énorme de l'écosystème. L'écosystème n'arrive pas aujourd'hui à créer un environnement suffisamment sécurisant pour que les femmes se disent « c'est bon, je vais pouvoir rentrer, faire ma carrière et être reconnue dans mon métier ». Et à ce titre, nous, on a lancé une campagne en février qui s'appelle Féminisons la tech, que vous avez peut-être vu dans les métros, pour essayer d'amener ce sujet au grand public. Parce que c'est vrai que les freins sont encore aussi, bien sûr, dans l'écosystème de manière très large. Hein, comment les personnes parlent de ces métiers, comment les personnes envisagent la parité dans les métiers. Donc, il faut essayer de montrer où sont les réalités des biais. Et puis, peut-être la dernière chose dont je voulais parler, c'est qu'on est dans un contexte en ce moment de licenciement. Hein, il y a un peu on dégrossit un peu le mammouth dans la tech et on voit que 75% en fait, des licenciements se font vers les femmes. C'est les femmes qui sautent les premières et pour deux raisons. C'est parce qu'elles ne sont pas sur les postes les plus stratégiques dans l'écosystème tech et deux, elles ne sont pas sur les métiers aussi les plus techniques. Donc, on doit quand même continuer à investir sur ces sujets pour faire monter les femmes sur les niveaux de seniorité et les niveaux on va dire, de compétences dont l'entreprise a vraiment, entre guillemets, pour lesquelles elle a vraiment un attrait et pense qu'elle est stratégique pour son devenir. Merci beaucoup, Emmanuel. En fait, je sais que Elisabeth en fait, aura d'autres contraintes juste après, mais je m'aurais juste bien, en fait, quand même invité, comme on a cette chance de l'avoir avec ici, de juste parler aussi de justement de cette question parce que je pense que chacune autour de cette table ronde virtuelle aujourd'hui est aussi très engagée et donc aussi en fait sur ces questions justement de leadership, engagement, de aussi en fait de voir quelques de tes avis sur le sujet. Merci Jean. D'abord, jolie table ronde. Je continue d'apprendre alors que je pensais en savoir beaucoup, mais je veux revenir sur les questions de reconversion professionnelle et des licenciements qui viennent d'être évoqués. D'abord, dire que les précédentes générations ont en général eu 2-3 métiers. Moi, mes parents n'ont eu qu'un seul métier toute leur vie. Ma génération, moi, j'ai eu 5 métiers et j'ai 52 ans. La génération de mes enfants aura 10 métiers. Si on n'habitue pas les sociétés à ces changements de paradigme et au fait qu'il faut, plus que les compétences techniques, donner aux gens l'ouverture sur ce qui existe pour qu'ils puissent choisir. Moi, j'ai fait des études de droit et j'ai fait un executive MBA. Je ne me destinais pas du tout à devenir PDG de Lenovo ou présidente d'HP Afrique. Mais j'ai été passionnée sur ces sujets et j'ai réappris. Donc, il faut vraiment que les femmes comprennent qu'on peut réapprendre à tout âge, se reformer et se lancer dans de nouveaux cadres. Et aujourd'hui, plus qu'avant.
Et j'ai été évidemment sensibilisée par, je crois que c'est Emmanuel qui a évoqué le fait que dans ces périodes de licenciement importants dans la tech, malheureusement, les premières personnes, et Emmanuel, c'est pas que les femmes, malheureusement, c'est les femmes et les seniors qui sont les premiers licenciés. Alors, quand vous êtes et femme et senior, je vous laisse imaginer la catastrophe, parce qu'une femme senior aujourd'hui, c'est 45 ans, et quand une femme perd son job, elle a 2 fois plus de difficultés qu'un homme à le retrouver, parce qu'on n'a pas parlé des stéréotypes de genre qui font que compétentes, mais on considère aussi qu'à partir d'un certain âge, elles sont encore moins compétentes. Donc, entre je ne vais pas la recruter parce qu'elle n'a pas d'enfant, parce qu'elle peut avoir un enfant, et je vais la recruter parce qu'elle devient très vieille, comment vous dire? En fait, on peut faire notre carrière sur 20 ans. Et c'est pour ça que je vous dis que la responsabilité, elle est collective, elle est auprès de l'État pour mettre en place les dispositifs qui évitent qu'on ne balaye les femmes à la première occasion. Elle est auprès des associations qui font un travail de terrain pour donner confiance, pour former, pour etc., etc. Et elle est du côté des entreprises. Moi, je pense que, et c'est pour ça justement qu'aujourd'hui, j'accompagne les entreprises sur le leadership inclusif et engagé, parce que les entreprises qui n'ont pas compris que ce n'est plus suffisant d'avoir un slogan qui dit « on met l'humain au centre », mais que c'est essentiel, eh ben, elles n'y arriveront pas. La guerre des talents qui existe aujourd'hui, ce sont les talents eux-mêmes qui l'ont gagnée. Et les entreprises qui ne seront pas engagées et inclusives auront du mal à être successful et performantes à l'avenir. Et je suis convaincue que les entreprises les plus vertueuses, les plus citoyennes, à l'avenir. Merci beaucoup, Elisabeth. Je pense que pour nous, je pense que c'est effectivement, en fait, il faut rappeler aussi, en fait, que le paradigme a changé aussi et comment, justement, en fait, à tous les niveaux, il faut adapter. Donc, je sais que pour moi, je vais maintenant, en fait, passer un peu les questions sur ces questions de bonnes pratiques. Je sais que vous avez commencé à évoquer ça et aussi, comme je voulais aussi laisser un peu du temps pour justement du Q&A. Donc, je fais juste un petit rappel pour tous les participants. N'hésitez pas à laisser vos questions dans le chat et on va justement en fait pouvoir en fait les agréger à la fin pour en fait toutes les intervenantes. Donc, je pense que pour justement en fait aller sur ces questions de bonnes pratiques, je pense qu'on va faire peut-être sur je pense en fait des réponses un peu plus concises. Comme ça, justement, on aura un peu du temps pour les questions-réponses à la fin. Donc, je pense que vous avez déjà abordé en fait certaines réponses des bonnes pratiques, mais peut-être si vous voulez parler de à la fois les bonnes pratiques, mais aussi peut-être ça dans un premier temps, et aussi comment vous voyez qu'on peut aller encore plus loin de juste quelques des constats, en fait, les pratiques qu'on peut mener pour justement, en fait, changer la paradigme. Donc, je groupe un peu nos deux questions en un pour justement, en fait, faciliter la suite, si vous voulez. Peut-être je commence cette fois avec Emmanuel, Caroline, ensuite Marie. Alors, les best practices, donc peut-être la première chose, c'est une fois qu'on est dans l'entreprise, je pense que c'est important d'en parler aussi, la responsabilité de l'entreprise, et je pense que la success story, à la fois pour continuer à attirer les femmes, les faire évoluer et les maintenir dans l'entreprise, c'est les former en fait. Donc les plans de formation aujourd'hui sont quand même... Les entreprises s'appuient beaucoup sur Pôle emploi, sur l'État français qui est très généreux dans sa stratégie d'emploi par la formation. Toutefois, je pense que l'entreprise doit massivement investir dans l'amélioration des compétences en continu pour favoriser la mobilité et la rétention des talents. Pour moi, c'est la seule clé qui vaille, parce qu'au final, quelqu'un de formé, c'est quelqu'un qui continuera à compter et à apporter de la performance. Le deuxième sujet, c'est quand même éviter les ruptures de parcours. On voit que ça, c'est la clé. Le passage, tu as une petite défaillance, paf, tu repasses par Pôle emploi. On met 3 ans à se relever ou à se repositionner dans le marché de l'emploi, surtout pour les seniors. Donc, c'est vraiment la question de comment on propose des poursuites des carrières, on accompagne dans la durée, on propose de la mobilité verticale, horizontale, et on fait très attention à l'évolution de la rémunération pour que les femmes restent dans l'entreprise. Et puis, ce qui fonctionne très bien aussi, je vais parler plus en termes d'écosystème, ce qu'on voit émerger, c'est
c'est des coalitions d'acteurs en fait, qui travaillent ensemble sur des sujets. Donc, il y a par exemple Fondation Association Femmettes Numériques qui mobilise des entreprises, associations, des personnalités politiques et qualifiées du numérique pour essayer de creuser des sujets spécifiques qui vont de le mentorat massif des professionnels du numérique vers les jeunes qui arrivent dans le secteur, à l'identification de leviers à la fois d'un point de vue de politique publique, mais aussi de politique d'entreprise. Et donc, ils vont essayer de l'écranter et aussi de mettre le sujet en permanence en satellite. Il y a eu des assises pour la féminisation du numérique en février derrière. Ça, c'est très, très important de travailler en coalition. C'est pas encore suffisamment développé, c'est le plus difficile, mais c'est ce qui nous permettra de faire en sorte que la responsabilité ne revienne pas soit sur les épaules de l'État ou des associations ou des entreprises. Voilà, on doit travailler ensemble. Et puis, je voulais aussi dire que parmi les initiatives dont on fait partie, c'est le manifeste pour la reconversion des femmes dans les métiers numériques et techniques. C'est un manifeste aujourd'hui qui est porté par 200 entreprises, Numéum et Social Filter. Et je voulais juste dire que ça nous permet de partager nos best practices parce qu'en fait, sur le sujet, on voit que c'est l'innovation qui, des fois, faite à petite échelle, qui, démultipliée, aura des impacts sur le long terme. Et je voulais juste partager un petit signal faible quand même parce qu'avec tous ces effets de licenciement, je vois quand même que les GAFAM continuent à beaucoup communiquer sur le sujet de la diversité, de la féminisation de la tech, ce qui veut dire qu'elles préparent le terrain de la reprise. Donc, pour les entreprises qui n'y sont pas encore, sachez qu'on voit bien que celles qui ont eu du succès, c'est celles qui ont investi sur le sujet et qui préparent le prochain coup, et elles continuent d'investir sur le sujet. Donc, ça devrait vous intéresser. Donc oui, si on veut repartir peut-être sur le sujet du webinaire qui était le recrutement inclusif, peut-être pour donner des best practices aux personnes qui sont intéressées, qui participent. Tout ce qu'a dit Emmanuel, je suis totalement alignée sur tout ce qui a été dit. Mais sur le recrutement, je pense qu'il s'agit de faire savoir ce qu'on fait en interne de bien, mais sans du tout travailler du gender washing. Donc, ça veut dire vraiment travailler sur les piliers qui ont de l'importance aujourd'hui pour les femmes, et notamment ceux que j'ai évoqués qui les font parfois fuir cette industrie. Donc, ça veut dire avoir travaillé en interne avec plein de best practices à mettre en place sur l'égalité salariale, notamment la transparence des salaires, dont on sait que la directive européenne aussi arrive dans les 3 ans à venir. Donc, ça veut dire mettre par exemple, sur la job desk, sur l'offre d'emploi, d'avoir travaillé à mettre notamment un salaire, donc on appelle ça une échelle de salaire. Vous n'êtes pas obligé de mettre le salaire fixe. Évidemment, il y a des expériences qui peuvent être un peu différentes, mais ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on a fait une étude sur la perception de la valeur des femmes dans la tech. Et d'ailleurs, plus elles progressent dans les organigrammes, moins elles connaissent leur valeur. Elles sont terrorisées à l'idée de négocier leur salaire à plus 36%, 7% d'entre elles décident de ne pas faire d'application s'il n'y a pas le salaire également sur l'offre d'emploi. Donc ça, c'est très important de travailler cette transparence, y compris de ne pas négocier énormément à l'entrée, d'être très clair sur ces grilles et jusqu'à l'interne après, continuer à travailler ça pour la progression. Travailler également à ce que vos offres d'emploi ne soient pas à la foire fouille de la stack technique si vous n'en avez pas vraiment besoin, qu'elles soient très très longues. On sait que ça les dissuade. Elles appliquent beaucoup moins. Nous, on le voit quand même. La candidature est beaucoup plus faible de la part des femmes. Elles réfléchissent beaucoup plus avant de faire une candidature parce que la question de la légitimité est en jeu. Et du coup, nous, ce qu'on recommande aux entreprises, c'est donc de ne pas avoir une attitude attentiste et d'aller les chercher de manière proactive. Donc au sein de communautés, évidemment, d'écoles qui pratiquent la reconversion professionnelle, mais également, je veux dire, en approche directe, très personnalisée. À plus de 60% d'entre elles disent que les messages qui sont envoyés en masse avec juste que voilà, on a un poste plus 10K, ça t'intéresse, enfin, c'est un peu la méthode d'approche globalement dans la tech aujourd'hui. Ça les intéresse pas du tout. Et donc, nous, ce qu'on recommande, donc elles nous ont dit comment est-ce qu'elles voulaient qu'on leur parle. Donc, à plus de 60%, elles veulent de la personnalisation et se sentir légitimes par rapport au job. Ça veut dire qu'on a regardé leur parcours et qu'on leur dit oui, là pour ce métier-là,
moi, je pense qu'il y a ça et ça dans ton CV qui est très intéressant, et donc c'est pour ça qu'on pense que tu serais pertinente, ou vous seriez pertinente pour cet emploi. Et par ailleurs, effectivement, si vous avez moyen de mettre en avant effectivement ce que vous faites en diversité d'inclusion qui marche en prouvant les résultats. Donc, par exemple, Marie, je trouve très intéressant de dire, bah, nous, on a constaté qu'il y a 12% de performance en plus dans les. Je trouve que ça, tu vois, c'est pas bullshit, c'est très, très concret, et je trouve que ça donne vraiment, voilà, ça valorise aussi. C'est pas une question d'être dans une attitude de on va embaucher des femmes pour les femmes. Non, c'est pour la performance aussi d'entreprise, et parce que on voit qu'il y a de la qualité dans le CV. Donc ça, c'est très important. Et pendant le recrutement, donc ça, je l'ai dit tout à l'heure par rapport notamment pour les profils très tech sur les coding reviews, faire attention à tous ces process-là qui peuvent être absolument pas inclusifs. Et si vous avez peu de femmes, mettons que vous avez une équipe dans le produit où il y a plus de femmes, dans la data où il y a plus de femmes, mais dans votre équipe d'ingénieurs de développement, il y a moins de femmes, nous, ce qu'on recommande, c'est faire intervenir d'autres femmes, pas forcément dans le process de recrutement, mais qu'à un moment donné, il y a un point café culture pour en fait rassurer sur la culture d'entreprise qui, aujourd'hui, plein de femmes nous disent, nous, on a peur de faire une application avant de connaître, savoir comment c'est en interne, comment ça se passe, comment s'entrecroisent aussi les personnes dans le département, qui va être mon ou ma manager, etc., etc. Donc, de vraiment travailler ça pendant tout votre process de recrutement. Et ça va sur plein de choses, hein. Moi, j'ai parlé, par exemple, y compris à des postes très, très hauts. Vous pouvez complètement louper une candidature. Donc, je vous explique le cas, par exemple, d'une CFO dans la tech qui travaillait énormément. Elle venait d'avoir un enfant et elle avait été approchée par une entreprise. Elle fait tout le process, tout lui plaît. Mais à un moment donné, le fondateur lui écrit systématiquement le vendredi à 21h et le dimanche soir à 23h. Elle s'est dit, bah voilà, en fait, je ne vais pas changer de boîte parce que ça va être encore la même chose. Donc, en fait, c'est là où on vous dit de ne pas faire de gender washing, c'est vraiment repenser tous vos process, la manière de faire et en interne, parce que qu'est-ce qui est la clé? J'ai envie de dire collectivement, c'est la rétention de ces femmes dans l'industrie. Et évidemment, en parallèle, continuer à les former pour les faire progresser, etc., bien sûr, et de travailler la mobilité, et notamment la mobilité horizontale qui ne fonctionne pas trop aujourd'hui. Donc, il faut absolument continuer à investir sur ces profils massivement. Ce sera pour nous la performance. Et j'ai envie de dire, adresser un message aux startups et peut-être une voie vers la rentabilité tant souhaitée par les investisseurs. Je pense que ça sera un très, très bon asset pour les entreprises. Et peut-être juste rapidement, en fait, une question de follow-up pour toi, Caroline, justement sur ce sujet de justement moyenne aussi et ressources. On avait aussi parlé en fait avant sur ces questions en fonction de taille de l'entreprise. Oui. Une entreprise qui est en fait juste beaucoup plus grande taille versus justement une start-up. Comment justement en fait on voit un peu quelles sont des choses qu'on doit en fait prendre en compte vu les ressources ou le stade de développement de l'entreprise? Alors, moi, je dis que même une toute petite entreprise doit commencer très tôt. Donc, pour vous dire, je vous donne le cas de Shifting Tech. On n'est que 15 aujourd'hui, donc on est encore petit. On était 7 l'année dernière. On avait 80% de femmes. Donc, j'ai travaillé énormément pour avoir 50% d'hommes. Et je peux vous dire que pour les convaincre, il a fallu que je convainque le premier. Après, ça a été plus facile, au-delà de mon associé. Et on a travaillé les politiques ensemble. Donc, on a un OKR sur le sentiment d'appartenance. Par exemple, on a mis en place le congé évidemment périodique pour les femmes, enfin pour les règles, mais on a travaillé par exemple le congé avortement et le congé fausse couche. Et par exemple, les hommes au deuxième parent de l'entreprise ont demandé à ce que ça soit étendu également pour eux. Donc voilà, en fait, c'est aussi demander aussi et que les hommes aient la place à dire aussi dans cette aventure collective qui est l'inclusion au travail. Pour par exemple, on n'avait pas les moyens d'avoir un outil pour débiaiser forcément toute notre écriture. On a travaillé avec des focus groups où on a dit hommes et femmes et on regarde la manière de parler. On le fait passer aussi à des communautés donc pour vérifier qu'on est bien biaisé. Évidemment, il y a plein d'outils après, des Textio, des Develop Diverse avec qui on commence à collaborer et qui font un boulot formidable pour l'analyse sémantique, pas seulement sur le genre, mais également sur d'autres critères. J'ai envie de dire, par exemple, pour le harcèlement. Oui, il y a plein d'outils qui existent pour reporter, notamment des outils avec des comités externes, avec de l'audit, etc. Donc ça, c'est des grosses procédures qui peuvent exister dans des grandes entreprises. Mais à petite échelle, un simple Typeform
un questionnaire anonyme qui vous permet de collecter ça. Donc moi, je collecte le sentiment de sécurité dans l'entreprise. Tout est anonyme, évidemment, et je le collecte dans la notation globale. Si jamais j'ai un warning, je peux intervenir. Et donc, à ce stade, évidemment, c'est le ou la CEO qui incarne cette intervention. Mais je pense que de rappeler comme ça des garde-fous et de bien mapper ça en interne. Et puis, on a un comité, on se l'applique, on se dit que ce n'est pas que pour nos clients, c'est pour nous-mêmes. Donc, tous les 3 mois, on travaille. Donc, là, en ce moment, on met en place la transparence des salaires. C'est un gros chantier. On a pris Figures, un outil qui nous permet. On est arrivé à 0% de unadjusted pay gap, là où il est à plus de 19%, comme on s'est dit l'autre fois. On travaille ça. On va commencer à mettre en place la full transparency. Donc, là, je leur demande s'ils veulent une full transparency totale, etc. Donc, je veux dire que c'est que ça prend du temps, mais je pense que c'est essentiel aujourd'hui à n'importe quel stade de l'entreprise. Moi, je suis gênée de voir plein de job desks, par exemple même de groupes qui sont qui travaillent dans la diversité, qui ne mettent pas du tout les salaires. Je pense que même si on a aujourd'hui pas les moyens de payer, le moindre des choses qu'on peut se dire, c'est on donne. Et après, les gens font leur choix de savoir s'ils peuvent vous rejoindre ou pas. Et ça, c'est important de faire cet effort-là. Et ça coûte quoi? Rien du tout, en fait. Je veux dire, et après, de parler à des gens et qui, en fait, vont vouloir être payés mieux, on fait perdre du temps à tout le monde, en fait. Et donc, voilà. Donc, je pense que ça, c'est des choses que tout le monde peut s'appliquer, qui coûtent pas cher, qui coûtent pas d'argent, mais qui demandent un peu de volonté et d'engagement. Voilà. Donc, je pense que la diversité, c'est un investissement long terme. Ça demande des budgets. Mais il y a des choses que vous pouvez faire qui ne vous coûtent rien. Et qui vous demande juste de travailler un petit peu, et notamment avec vos collaborateurs et collaboratrices pour y arriver. Très bien. Et maintenant, je pense que la parole à toi, Marie, et aussi, on sera ravis en fait de se voir sur l'initiative Mi-Femmes et aussi sur ces questions aussi d'écosystème, en fait, cette approche d'écosystème. Ouais, merci, Jean. Moi, j'aime beaucoup écouter Caroline et Emmanuel parce que c'est une autre vision de ce que les femmes vivent dans la tech, de la façon dont elles évoluent dans leur carrière. Et moi, je peux vous apporter peut-être en complément des éléments assez concrets de ce qu'est Salesforce comme entreprise. Évidemment, c'est pas la seule manière d'attaquer le problème. Sur les bonnes pratiques, moi j'ai envie de dire déjà, et c'est ce que tu disais, Caroline, c'est qu'on les retient. Alors, il n'y a pas de formule magique, pardon, vraiment, j'arriverai pas avec ça. Pour moi, il y a deux éléments quand même assez importants. Le premier, c'est Equal Pay. Et ça, c'est quelque chose que Salesforce fait depuis 2015. Il y a 22 millions de dollars qui ont été investis pour un rééquilibrage initial. Et puis aujourd'hui, il y a un algorithme qui, chaque année, en fonction de l'évolution des masses salariales, des promotions, corrige. Et donc ça, je trouve ça extrêmement important parce qu'on parle beaucoup chez les femmes, soft skills, développement, carrière future, etc., balance vie privée. Enfin, je veux dire l'argent, quoi. Je veux dire, en vrai, c'est comme ça aussi qu'on assume ses choix de vie, qu'on décide avec qui on vit, qu'on décide comment on vit. Et ça, fondamentalement, c'est comme tous ces débats sur le 8 mars, c'est-à-dire au fond, on ne veut pas 15 roses, on veut 15% de plus sur le salaire pour avoir equal pay pour compétences et formation égale. Donc ça, je pense que c'est fondamental. Et pour ceux qui pensent que c'est difficile, en fait, c'est de l'argent, mais c'est pas difficile. C'est-à-dire, en fait, les données, on les a. Et puis beaucoup de groupes l'ont fait. Salesforce, c'est pas ni le premier ni le dernier. Ni le dernier, et tant mieux. Donc ça, pour moi, c'est vraiment extrêmement important. Et puis ensuite, il y a des éléments qui sont du long terme, de en argent. Chez Salesforce, il y a ce qu'on appelle un IDP, c'est l'indice de développement personnel. Donc, à chaque trimestre, vous discutez avec votre manager de ce dont vous avez besoin pour grandir, vos objectifs, que ce soit chez Salesforce, j'ai n'importe quoi, des cours d'anglais, mais aussi des cours de leadership ou simplement des compétences précises techniques dans votre métier. Et puis, il y a un élément que je trouve intéressant aussi, c'est les plans de succession. C'est-à-dire, au fond, s'assurer que dans les plans de succession, il y a un homme, une femme, alors à chaque fois ou à l'échelle du groupe ou en tout cas d'une équipe de leaders. Je trouve que c'est une façon de contrer un peu ce qu'on entend déjà, cette petite musique de « elle a eu le job parce qu'elle était une femme ». Ça permet d'ores et déjà de les mettre dans une sorte de seringue de préparation. Si je sais que je suis dans un plan de succession, je vais m'intéresser aux différentes briques de leadership que je n'ai pas encore ou qui me font peur ou pour lesquelles j'ai besoin d'aide. Et ça, je trouve que c'est... En fait, c'est comment voir un tout petit peu à moyen terme. Après, évidemment, je rejoins Emmanuel sur le fait que la tech, aujourd'hui, tous et ne recrutent pas, et voire pire. Moi, je travaille pour l'égalité chez Salesforce et
J'ai l'habitude de dire dans toutes mes réunions avec le business qu'au fond, bien sûr, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont alarmantes en termes de business, en termes de conduction, voilà, pour tout le monde, et puis de contexte économique. Pour autant, profitons de ce moment pour mettre en place des process et puis un processus, au fond, d'irréversible. C'est-à-dire, au fond, si on recrute plus tôt que ça, très bien, mais enfin, pour autant, on peut déjà aligner toute l'entreprise sur le fait qu'on source avec nos partenaires, avec des partenaires comme Caroline, avec des partenaires comme Emmanuel, avec d'autres associations ou personnes très engagées, qu'on travaille, comme vous le disiez, sur les termes des annonces de jobs pour éliminer les biais de genre, que dans les panels, et c'est pas si simple dans la tech, sur les fonctions de sales et techniques, on met au moins une femme, voire 50% pour recruter, que quand une femme s'en va de la boîte ou quand une femme est finalement pas acceptée pour un job, et ben, on fait de l'étude au cas par cas pour essayer d'identifier et de construire au fond des lignes d'action. Et puis pour te répondre, Jean, et comment aller plus loin, moi je crois que c'est beaucoup une question d'état d'esprit, et je dirais deux choses. La première, je dirais, c'est travailler sur l'employabilité des femmes et considérer que, par exemple, si Salesforce, avec Social Builder, source une femme, apporte des éléments de formation et la met dans son écosystème de partenaires de clients, voire chez Salesforce, et qu'un an après ou 2 ans après, cette femme s'en va ailleurs, dans un autre écosystème, et bien en fait, c'est pas grave. En fait, c'est pas grave parce que ce qui nous importe, nous, aujourd'hui, c'est d'avoir le maximum de femmes qui rentrent dans un secteur dans lequel il y a de l'avenir, dans lequel il y a des salaires qui sont plutôt corrects, dans lequel elle aura une capacité de se développer et probablement intrinsèquement de changer de job dans cet écosystème. Et qui se demain, elle va chez nos concurrents, elle va, et ben en fait, on s'en fout. Et je pense qu'il faut développer une sorte d'insensibilité, voire de joie latente à se dire que, en tant qu'acteur de la tech, on bénéficiera de toute façon à ce que les compétences et le vivier augmentent. Et que ça aille chez nos clients, et ben, c'est OK. Et puis l'autre chose, c'est effectivement ce que tu disais, c'est-à-dire comment est-ce qu'on agit en écosystème. Tous derrière notre écran et derrière le vôtre, vous cherchez pour vos entreprises à faire bouger l'aiguille, et vous allez y arriver parce que moi, je suis convaincue que déjà en mesurant et en mettant de l'attention à des sujets particuliers, on fait bouger. Pour autant, je pense qu'on fait tous le constat que sans s'allier, on ira moins vite, moins fort. Je vous donne l'exemple de Salesforce. On a lancé 1000 femmes dans la tech, qui est une initiative destinée à amener 1000 femmes qui n'étaient pas dans la tech dans ce secteur, que ce soit avec au moins un stage, un CDD ou un CDI d'ici 2 ans. On travaille avec 70 signataires de cette charte qui sont évidemment d'un côté nos partenaires de formation comme Social Builder, mais qui sont aussi évidemment nos partenaires et nos clients qui vont recruter ces femmes. En fait, tout seul, on est moins fort. C'est-à-dire tout seul, nous, on a le produit, on a les formations. Pour autant, on n'offre pas la totalité de la chaîne. Donc 1000 femmes, c'est une occasion unique de donner notamment une reconversion, une formation, mais aussi une première expérience, parce que c'est ça aussi le sujet. Si vous avez des femmes qui investissent dans leur reconversion et parce que, ce que disait Caroline, en fait, on n'a pas réussi à junioriser l'attente, c'est-à-dire à junioriser et à concevoir. Parce qu'au fond, évidemment, une femme qui est en reconversion, en fait, elle n'a pas fait de la tech avant. Hein. C'est une sorte de tautologie de le dire, mais enfin, c'est comme ça. Et si chacun des acteurs attend d'une femme qui arrive, je dis n'importe quoi, des quartiers, qui n'a pas travaillé pendant 20 ans, ou qui était fleuriste, je ne sais pas, on s'en fout, qu'elle ait 15 ans d'architecte Salesforce, en fait, ça ne va pas marcher. Donc en fait, on a tout un travail, mais ce travail-là, on peut et on doit le faire ensemble. Et aujourd'hui, chez Salesforce, je pense qu'on a une sorte d'interdépendance, alors qui en termes économiques peut faire probablement un peu peur, et qui pour autant, je crois, est extrêmement vertueuse là-dedans, parce que au fond, nous on a l'habitude de dire que nos valeurs alignent de la valeur, et je crois que c'est très juste. Aujourd'hui, on a donc lancé depuis plus d'1 an à peu près, on est au-delà de la moitié du nombre de femmes, avec des partenaires qui nous rejoignent parce qu'ils en voient l'intérêt, parce que c'est aussi une mise en mouvement. Et en fait, aujourd'hui, je trouve que un des mystères de tout ça, c'est-à-dire que la parité dans la tech, la plupart du temps, on est quand même d'accord sur le fait que c'est important et sur le fait qu'il va falloir qu'on mette en place des plans d'action. Mais je trouve que les ressources et les ressorts de l'action collective sont encore assez mystérieux. Alors, c'est pas vrai que pour ce sujet, hélas, mais je trouve que mettre un peu de joie, un peu de réussite, un peu de tous ces gens qui sont là autour de la table et qui, et Elisabeth le disait, représentent parfaitement cet écosystème. Je sais que c'est long, que pour vous derrière votre écran, probablement c'est aussi un peu lent. Donc voilà, il n'y a pas de recette magique, mais quand même, il y a des moments de cristallisation et de progrès collectif.
Merci beaucoup, Marie, pour parler un peu de ces différents sujets, l'initiative 1000 femmes et aussi justement en fait les enjeux derrière et les raisons pour lesquelles en fait on est aussi sur cette approche écosystème. Donc je pense, je veux quand même pouvoir arriver à répondre à quelques questions. En fait, mon équipe a aidé à agréger certaines questions et donc ce que je propose pour gagner un peu du temps à la fin, c'est que je vais en fait vous proposer en fait un groupe de questions et ensuite comme ça en fait on peut avoir en fait plus de temps pour justement ces questions. Donc peut-être une question pour Caroline, c'est ces questions posées par Christine Gutiérrez. Quelle stratégie pour décrocher des entretiens avec des entreprises friendly to women in tech? Voilà, donc ça c'est la question pour Caroline. Peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour des questions et ensuite je reviens vers toi pour la première réponse. Ok. Très bien. Une question pour, je pense que ça va être plutôt pour Emmanuel, sur comment faire pour que le langage soit également un moyen de réduire les écarts femmes-hommes dans la tech. Donc, je pense que c'est sur le langage inclusif développeurs. Donc, je pense que ça, pour toi, Emmanuel. Une question pour Marie aussi sur justement ces questions de réseau et écosystème. Une question qui était, la question en fait pour Emmanuel, c'était posée par Viviana. Et la question pour Marie, quels sont les réseaux professionnels de la tech que vous pouvez nous recommander? Voilà, posée par Christine. Voilà. Donc, on revient à toi, Caroline. Alors, attends, j'essaie de me rappeler. Excuse-moi, je suis concentrée, mais bon, donc du coup, oui, les recommandations pour essayer d'obtenir des entretiens. Déjà, la première recommandation, c'est de ne pas hésiter à faire des candidatures. Parce qu'il y a tellement peu de candidatures féminines que quand même, ils regardent. Et ensuite, il y a faire un petit travail de due diligence. Donc, nous, on le fait sur 15 Tech. On fait passer donc, le gender score qu'on affiche en transparence et les politiques de diversité et d'inclusion. Donc, comme ça, vous pouvez un peu travailler votre benchmark. On propose aussi de se connecter avec pas seulement des recruteurs de l'employé. Vous pouvez contacter directement les recruteurs, mais également aux recruteuses, mais également des employés. Donc, par exemple, on a des portraits de femmes qui sont connectées sur du FinTech, qui sont un peu ambassadrices de l'entreprise, de software engineer, de product, de data. Donc, en fonction du métier que vous visez, dans le sales, vous pouvez contacter aussi des femmes pour pouvoir aller demander aussi une recommandation interne, comment ça se passe, etc. etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à être proactif, candidater, contacter les recruteuses et recruteurs pour démontrer votre intérêt et éventuellement contacter des personnes à l'intérieur de l'entreprise pour mieux vous préparer aussi potentiellement aux entretiens. C'est des mines d'or. Ça peut vous donner. On affiche le process de recrutement en transparence. On demande de le détailler assez fortement sur la plateforme. Mais en parallèle, c'est toujours intéressant d'avoir le contact chez quelqu'un qui a passé les tests, qui sait comment ça fonctionne à l'intérieur. Donc ça aussi, c'est aussi ma troisième recommandation, de ne pas hésiter, je veux dire, à aller demander à faire un petit call rapide. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui dans l'intérieur des entreprises qui sont prêtes pour le faire, notamment pour assurer une meilleure mixité demain. J'espère avoir répondu à la question. Merci, Caroline. Peut-être Emmanuel. Est-ce que vous m'entendez? Donc sur la partie, oui, en effet, les symboles sont très importants et aujourd'hui, les entreprises doivent communiquer avec une écriture, en tout cas sur les postes, lorsqu'elles affichent des postes de manière inclusive, entre parenthèses F, ou pour celles qui sont encore un peu plus mobilisées, elles utilisent l'écriture inclusive. Ce qui est sûr, c'est que nous, on a développé un MOOC qui s'appelle Recruter des femmes dans le numérique, qui est disponible sur socialbuilder.org. Moi, je vous conseille, si vous êtes en reconversion, de faire ce MOOC, non pas parce que vous êtes un recruteur, mais vous voyez comment les recruteurs aujourd'hui, ce qu'ils essayent de mettre en place ou ce qu'ils n'arrivent pas encore à mettre en place pour être plus attractifs et pour parler mieux aux femmes. Et puis, bien sûr, si vous êtes recruteur ou professionnel du numérique, je vous invite à le faire. C'est 1h30 de formation sur comment écrire une fiche de poste inclusive ou en tout cas attractive pour les femmes, comment communiquer dans des réseaux partenaires pour élargir son levier de recrutement, comment faire des entretiens qui sont inclusifs et attractifs avec bien sûr mixité, déroulement, les questions à ne pas poser, jusqu'à l'intégration et la promotion interne. Marie, merci beaucoup. Et peut-être juste à Marie sur la question des réseaux.
Alors, moi, pardon, c'est pas ma spécialité je connais pas tous les réseaux français sur la tech. Je sais que les réseaux de femmes maintenant ont souvent des chapitres sur la tech. Il y a beaucoup de réseaux sur Women in STEM, donc qui sont les métiers scientifiques techniques. Et en fait, moi, ce que je vous conseillerais, si vous avez envie de voir, il y a Sista, qui a des réseaux d'entrepreneurs qui sont assez proches de tous ces sujets-là. Et puis, en fait, il y a dans toutes les boîtes de la tech des réseaux de femmes. C'est le cas chez Salesforce, qui se parlent entre elles, mais qui sont aussi, en fait, chez nous, en tout cas, qui ont cette mission aussi de répondre aux femmes, de témoigner, d'être des rôles modèles, de dire si vous les contactez, voilà, est-ce que je me verrais là, qu'est-ce qu'il faudrait. On a également, nous, un réseau une communauté de users de Salesforce qui se trouve chez nos partenaires et chez nos clients, qui s'appelle Women in Tech et qui sont Salesforce. Donc, en fait, ce sont des gens qui sont, dont c'est la mission et qui sont aussi investis de sourcer, recruter, mais aussi témoigner qu'est-ce que c'est qu'être une femme dans la tech aujourd'hui. Donc, ils sont assez facilement accessibles en ligne. Merci beaucoup et je sais que je dois en fait avoir le rôle qui est moins intéressant de justement en fait nous garder sur le bon timing. Donc j'apprécie en fait tout le monde. Je sais qu'il y avait d'autres questions qui étaient posées dans le chat, mais malheureusement en fait avec le timing un peu juste, on ne sera pas capable de répondre à toutes les questions. Mais ce que je vous invite à faire, c'est qu'on va essayer de voir s'il n'y a pas des ressources ou d'autres choses qu'on avait vues dans les questions et notre équipe va essayer de en fait vous répondre parce qu'on va pouvoir en fait vous envoyer le replay de le webinaire en fait dès cet après-midi. Vous allez en fait pour tous les participants normalement recevront un lien et aussi on vous donne rendez-vous pour la suite parce qu'en fait c'est une série en fait où on avait fait le kick-off de cette initiative Women Tech Power avec cette première super panel des intervenantes, mais on va aussi continuer et enchaîner avec d'autres webinaires. Donc n'hésitez pas en fait à continuer à nous suivre pour justement en fait les prochains webinaires. Donc, pour quelques mots de conclusion à la fin, je pense qu'il y a quelque chose que je retiens de ça. Je pense qu'on avait parlé de beaucoup de différentes idées et d'actions assez riches, très prometteuses aussi, qui étaient partagées ce matin. Donc, je pense que je suis en fait, je sors avec plus de justement de détermination, plus de soi aussi sur le sujet, mais aussi que en fait on a besoin il y a pour toutes les solutions, je pense que chaque solution est vraiment indispensable parce qu'on apporte justement des perspectives et des solutions assez différentes. Social Leader avec justement ce travail sur la reconversion des femmes, Caroline aussi avec 50 Tech sur les enjeux justement en fait de pouvoir accompagner en fait aider les entreprises à développer des solutions plus inclusives et aussi Marie avec Salesforce sur les enjeux aussi en fait au niveau en fait d'une entreprise comme Salesforce et en fait la force de frappe aussi avec tout cet écosystème 1000 femmes dans la tech. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes pour votre participation, votre engagement très, très actif aussi dans le chat. Aussi à toutes nos intervenants pour justement ces précieux conseils et bons pratiques vous avez partagé. Et donc, je vous invite à continuer à suivre pour les prochains ateliers et les webinaires. On va pouvoir continuer en fait à discuter ces sujets très, très importants pour l'écosystème et le futur de la diversité dans la tech. Un grand merci à tout le monde pour votre participation active aujourd'hui. Merci, Jean. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.